Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Métamorphose professionnelle, le podcast qui s'intéresse au parcours et aux transitions professionnelles pour vous donner des clés d'une reconversion réussie. Je m'appelle Tiffaine, je suis psychologue du travail et ma mission est d'accompagner les personnes en quête de sens qui souhaitent un changement dans leur vie professionnelle et ou valoriser leur image en les aidant à déployer leurs ailes et à prendre leur envol. Aujourd'hui, nous accueillons Wendy, une femme multicasquette qui a vécu plusieurs reconversions jusqu'à se définir désormais comme une happy engraineuse, agitatrice de rencontres. Elle nous explique comment elle en est arrivée là. Bonjour Wendy, Bonjour Tiffaine. comment vas-tu aujourd'hui? Eh ben super, il fait beau, il fait chaud, voilà, tout va bien. Parfait, c'est vrai qu'on a un temps presque d'été. Et donc aujourd'hui, on se voit et on s'entend pour parler de ta métamorphose professionnelle. Oui. Et je vais commencer par te demander, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors du coup, moi c'est Wendy, Wendy Pochik. J'ai 38 ans et je suis angevine depuis 8 ans. Je suis arrivée il y a à peu près 8 ans et à la base, je viens du fin fond du Finistère. Je suis bigoudaine. Et voilà, D'accord. sans la coiffe, mais avec les crêpes, option crêpes. Je l'ai quand même cette option. J'entends, moi aussi, je suis bretonne. Moitié. Si je dois aller un peu plus loin, je dirais que je suis quelqu'un qui est happy dans la vie, en tout cas qui a la volonté de prendre tout bien, en fait, hein, donc happy. Donc, si je devais me décrire comme ça, je suis une happy engraineuse. Happy engraineuse. Alors, Ouais. est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, engraineuse parce que clairement, je suis celle qui trouve toujours un truc pour engrainer les autres. C'est-à-dire s'il y a une nouveauté à aller tester, un nouveau bar, un nouveau resto, une nouvelle activité à faire, un nouveau... Quoi qu'il arrive, quoi que c'est nouveau et quoi que voilà, il fait beau, on y va. Même s'il pleut, on y va. Voilà. Donc je suis une engraineuse. Voilà, j'engraine beaucoup les gens autour de moi. Ah, c'est génial, j'adore ce terme, happy engraineuse. Super. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, quelle est ton activité aujourd'hui et ton parcours? Alors, mon activité aujourd'hui, je suis agitatrice de rencontres. Alors, c'est un terme qui me définit totalement. C'est-à-dire qu'au départ, aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur. J'ai créé mon entreprise, ma micro-entreprise, il y a quelques mois, donc il y a 6 mois, un peu plus de 6 mois, dans l'événementiel. Et donc, le principe, c'était de faire des événements privés, des soirées, pour que les gens se rencontrent. Et donc, donc, qui s'appelle Dewey Event. Et quand j'ai créé Dewey Event, en fait, j'avais mis un espèce de slogan un peu marketeux, agitateur de rencontres. Et en fait, j'ai rencontré une journaliste il n'y a pas très longtemps qui, dans son article, a dit non, mais agitatrice de rencontres, en fait, ça la qualifie totalement. Et du coup, depuis, je dis plus, voilà, je suis dans l'événementiel, je dis agitatrice de rencontres, parce que je pense que oui, c'est vrai, en fait, c'est ce qui définit le mieux ce que j'ai créé et ce que je crée tous les jours, agitatrice de rencontres. Chouette, ça a beaucoup de sens, ouais, en effet. Ouais, c'est des mots forts et à la fois qui bougent, ouais, qui a beaucoup de sens, qui rapproche les gens, voilà, ça définit totalement en fait ce que je veux faire. D'accord, donc là, tu es agitatrice de rencontres depuis 6 mois. Voilà, c'est ça. Ok, qu'est-ce que tu faisais avant? Euh, alors, en fait, avant, j'étais cadre commercial dans les assurances. Euh, Si je dois résumer mon profil professionnel à la base, je suis quelqu'un qui n'a pas pu finir ses études parce que bah, j'ai dû m'occuper un peu de moi, hein, j'ai dû payer un loyer et tout ça. Donc moi, au départ, j'avais fait psychologie, donc j'étais en psycho. J'ai pas pu finir le cursus de la licence totalement et du coup, j'ai commencé à travailler un peu dans des choses où les gens ne demandent pas beaucoup d'expérience. Donc, moi, j'ai commencé au téléphone, en fait, tout simplement, en tant que conseillère clientèle. Euh, et j'ai une option geek aussi, donc dans ma vie, qui fait que les ordis, à l'époque, c'était 2003, 2004, à l'époque, c'était
les box internet commençaient, voilà, donc tout se démocratisait. Et j'ai eu une rencontre qui a changé un peu la face des choses, c'est que j'ai une personne qui travaillait à Orange et qui avait besoin d'étudiants. Donc moi, j'étais plus étudiante à l'époque, mais qui avait besoin des petits contrats d'étudiants de 12 heures, 13 heures pour faire de l'assistance technique, donc la hotline au Mhm. téléphone. Et moi, j'avais déjà fait quelques expériences au téléphone. Voilà, donc j'avais cet atout-là. Et en plus, avec mes connaissances techniques, ils m'ont dit, bon, bah, ok, t'es pas étudiante, c'est qu'un contrat de 10-13 heures, mais vas-y, voilà. Et en fait, j'ai fait 10-13 heures, je crois, le premier mois. Et puis après, ils m'ont mis à temps plein tout de suite. C'était des CDD, parce que bon, Orange, qui est devenu, en fait, France Télécom, qui est devenu Orange juste quand je suis arrivée. Donc, ils Ouais. recrutaient pas vraiment, mais c'était une belle expérience. Parce que ça mêlait, en fait, à la fois le côté geek que j'avais, technique, et le fait de pouvoir discuter avec les gens et résoudre leurs problèmes, en fait, tout simplement, en fait. Parce que Mhm. quand ils arrivent, ils sont en panique. Et quand ils partent, ils sont contents. Donc, c'est la base, en fait, hein, Donc, je pense que j'ai toujours eu cette fibre-là de vouloir que les gens soient heureux, en fait, que ce soit pour différentes raisons. Donc, ça, c'est fini. Et donc, voilà, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je continue là-dedans ou pas? Et en fait, je rentrais de boîte un jour, donc 1 ou 2 semaines après que j'ai fini mon contrat, je rentrais de boîte 3-4 heures du matin et je naviguais un peu sur les sites. Et à l'époque, j'avais Canal+, pour le poker, donc vraiment rien à voir. Ouais. Pour le poker. Et en fait, je vais sur le site et je vois qu'ils recrutent à Rennes. J'étais à Rennes à l'époque. Ils recrutent à Rennes. Je dis, bah, pourquoi pas. Donc, j'envoie à 5 heures du matin, en sortant de boîte, ma candidature à Canal+. Et ils m'ont appelé le lundi pour avoir un entretien. Donc, c'était vraiment, j'aurais jamais imaginé partir là-dessus. Et du coup, j'ai eu un entretien un peu comme Popstar. C'est-à-dire qu'au départ, on est 50 et à la fin, on est deux. Et Donc, tu chantais? c'est un peu ça, en fait. Ils font différents exercices et après, ils appellent les noms. Et des fois, c'est les noms qu'ils appellent, ils les gardent. Et des fois, c'est les noms qu'ils appellent, bah non, ils sortent. Et ça a duré une journée entière jusqu'à qu'on soit à 4 dans une salle. Et donc, ils nous ont demandé des références. Donc, moi, j'ai donné mes références. Et en fait, on n'a été que deux à être pris sur cette session-là parce que les deux autres n'avaient pas des références qui étaient top et tout ça. Mais tout ça, ils l'ont fait devant nous, quoi. C'est vraiment, c'était particulier, hein, Et alors, c'était pour quel poste là? Alors du coup, c'était pour conseillère clientèle, du coup pour Canal+, en sachant que c'est vrai que ce qui m'intéressait déjà, c'est la marque. Clairement, c'était, voilà, c'est pas que tu te la pètes un peu quand tu travailles à Canal+, mais voilà, c'était un peu ça. Et de tout ce que j'aurais pu apprendre et l'évolution possible aussi, hein, parce que tu rentres dans une entreprise qui est quand même énorme. Et voilà. Et en fait, eux, après, j'ai su que évidemment, c'était mon côté technique, à la fois technique et le côté gestion client qui les intéressait, et la double casquette, en fait, ils en avaient très peu. Et voilà, donc voilà, j'ai commencé à Canal+, à Rennes. Et en fait, au bout d'un an, je vais voir la RH et je lui dis, bon, bah, c'est sympa, j'aime bien ce que je fais, mais je fais tout ce que tu veux d'autre. Tu me donnes quelque chose, j'ai besoin de me prouver des choses, j'ai besoin de bouger, j'ai pas d'attache, je pars où tu veux, je fais ce que tu veux, vas-y. Ok. Et donc, d'ailleurs, la RH, ce qui est marrant, ma RH de l'époque, aujourd'hui, elle est directrice de femmes de territoire. Alors, c'est pas femme de Bretagne ou je sais plus comment Ah ça oui, s'appelle. ouais, femme de Bretagne. Ouais. Et elle était vraiment top. C'était vraiment une personne vraiment que j'ai appréciée moi en tant que RH. Euh, et voilà. Et donc peut-être ouais quelques jours après, elle me dit bon bah Wendy c'est bon, tu vas aller faire du porte-à-porte dans le 95. Voilà. T'as voulu faire voilà. Donc moi j'ai quelque chose pour toi. T'y vas pas, tu vois. Ok. Donc j'ai été faire du porte-à-porte dans le 95 pour Canal+. Ce qui est totalement en dehors de ma zone de confort parce que à la base, je suis pas commerciale. C'est-à-dire que j'ai jamais, avant cette date-là, je m'étais jamais dit je suis commerciale. Mhm. Mais par contre, je l'étais. En fait, je me rendais pas compte, mais je l'étais parce que je connaissais très bien les produits, que j'avais une connaissance technique
voilà, qui m'intéressait. Donc du coup, voilà, et j'y l'étais. Et donc j'ai fait des trucs de dingue pour Canal en porte-à-porte. J'ai fait des réunions un peu comme Tupperware, mais Canal, D'accord. des trucs, voilà, en sachant que ils avaient des prestataires normalement qui faisaient ça, et donc ils voulaient de l'interne pour le faire, pour pouvoir former. Parce qu'ils avaient un taux de retour très mauvais en fait sur les vendeurs de porte-à-porte qui faisaient ça en dehors de l'entreprise, avec beaucoup de chutes de ventes et des choses comme ça. Donc ils voulaient tester quelqu'un en interne qui pourrait former après les D'accord. autres. Donc c'était intéressant quand même. Il y avait l'aspect de prendre des risques, et à la fois il y avait l'aspect, voilà, il y a quelque chose au bout si je gère et tout ça, quoi. Donc tu as formé après? Ouais, j'ai formé après. Et du coup, voilà, et en fait, ça a très bien marché, c'est-à-dire mes chiffres étaient excellents, j'avais zéro chute. En plus, c'était l'époque de la TNT, donc j'ai installé des décodeurs TNT à peu près partout où je suis passée. Et j'ai une bonne tête. Ça veut dire qu'en fait, les gens, ils s'attendent pas à avoir quelqu'un comme moi qui fait du porte-à-porte. Je suis sympa. À la base, j'ai l'air sympa. Donc, Je confirme. donc du coup, et puis en plus, il y a différents types de vendeurs. Moi, j'ai jamais été le vendeur pied à porte. Je suis vraiment dans la communication, dans l'écoute. Et ça me rappelle une dame que j'avais rencontrée. C'était au fin fond du 95 et dans une banlieue et tout. C'était un peu en plus un peu coupe-gorge. C'était bizarre. Mais et du coup en fait, je pense qu'elle attendait une copine. Et donc je rentre et c'était une maman rebeu machin et tout et qui faisait des crêpes. Et en fait, quand je frappe, elle dit vas-y rentre. Du coup bah je rentre. Voilà. Et en fait, je sens l'odeur des crêpes et tout. Du coup, elle arrive de sa cuisine, elle fait, ben, vous êtes qui? Je fais, donc je lui présente, voilà, je fais machin et tout. Je fais, mais par contre, je vois que vous faites des crêpes, c'est bien ça. Moi, je suis bretonne. Et en fait, on a tellement bien dialogué et tout que après, elle a appelé ses copines et je crois que j'ai dû faire 12 ventes ce jour-là. Que grâce aux crêpes, en fait, aux crêpes et au fait que voilà, je suis rentrée et voilà, j'ai observé et j'ai pu analyser les choses. Donc ça, c'est une anecdote qui est plutôt sympa. Mon expérience Canal a duré en tout 6 ans et ces 6 années, après en tout cas le porte-à-porte, j'ai fait plein d'autres choses à la direction commerciale. Et j'étais un peu le couteau suisse, c'est-à-dire dès qu'il y avait un truc quelque part, euh, on me mettait dedans, entre guillemets. C'est-à-dire entre l'agence touriste et le couteau suisse, on va dire c'est comme ça. D'accord. Euh, Parce que comme j'ai beaucoup d'énergie à vouloir apprendre et vouloir faire des choses et des choses que je connais pas, de la nouveauté, je pense que tout le monde a toujours eu du mal à me mettre dans une case. Et quand tu es dans une grande entreprise, ou une moyenne entreprise d'ailleurs, mon profil est séduisant, mais à vivre, je pense que c'est pas si facile que ça parce qu'il faut me nourrir. Mm. Bah, quand quelqu'un qui est multi-tâche, Multi-casquette. voilà, c'est ça, c'est hyper difficile. Donc, j'ai fait pas mal de choses. J'ai formé des gens. Je suis retournée après dans la direction plus relation client. Ouais, j'ai pas mal formé à l'époque. Je gérais une unité de conseil au niveau de la formation continue, du suivi commercial, des choses comme ça. Donc, j'ai fait plein de choses. Et au bout de 6 ans, j'étais à Paris, donc depuis le porte-à-porte, hein, et j'ai eu envie de partir de Paris parce que je me voyais pas y rester. J'ai eu 30 ans et je me suis dit, ok, c'est le moment en fait de se poser peut-être quelque part et d'aller faire autre chose. Donc j'ai quitté Canal et je suis arrivée à Angers. Et au départ, je pensais pas y rester en fait, hein. Franchement, je pensais vraiment passer l'été, 5-6 mois, et après repartir à Lyon ou des choses comme ça, parce que les grandes villes m'allaient quand même si j'avais besoin de souffle. Après Paris, voilà, j'étais plutôt grande ville. Mm. Et, euh, et en fait, quand je suis arrivée à Angers, il y a une entreprise qui m'a, quand j'ai fait mes recherches sur ce que j'aurais pu faire et tout ça, il y a une entreprise, moi, qui m'avait tapé dans l'œil. J'ai envoyé une candidature spontanée. Et en fait, j'ai été prise dans cette entreprise et du coup, j'y suis restée 6 ans. Et alors, ça, c'était sur le même type de poste à peu près? En fait, là, c'était sur du cadre commercial, donc responsable d'équipe commerciale sur des assurances. Donc, pas du tout le même métier. C'est-à-dire que tu passes de Canal à de l'assurance, c'est quand même pas très joyeux, hein. D'ailleurs, souvent, je disais, oui, je travaille dans les assurances, mais j'ai pas fait exprès.
D'accord. Et alors pourquoi c'est que tu n'assumais pas forcément travailler dans l'assurance? Bah, les assurances, disons que je pense que c'est à l'opposé de ma personnalité. C'est-à-dire, Ok. les assureurs sont hyper sérieux. Euh, Il n'y a pas beaucoup de fun dans l'assurance. Après, il y a énormément de possibilités dans les assurances. Parce que, en effet, il y a le côté technique qu'il faut de toute façon qu'il soit sérieux, c'est logique, c'est de la gestion de risque. Voilà, c'est sûr que la base doit être sérieuse, mais je pense qu'on peut un peu rendre les choses plus intéressantes. Le métier d'assureur est hyper intéressant et hyper humain et on n'en parle pas assez. C'est Hmm. dommage. Et Et qu'est-ce qui t'avait attiré à ce moment-là? moi, c'était l'entreprise. C'était une petite entreprise qui pourtant avait en tout cas sur ce que j'avais pu lire dans les médias, était proche de ses salariés. Et voilà, moi, c'est ce que je voulais. Je voulais plus une grosse boîte Hmm. où on est perdu dans la masse, où c'est des bacs plus 15 qui décident de tout, sans avoir jamais consulté personne. Voilà. Voilà, donc j'avais vraiment envie d'être une petite entreprise. Bon, le cas échéant, c'est pas vraiment ce qui s'est passé, puisqu'en fait, un an après, on a doublé l'effectif, on a été racheté par un grand groupe. D'accord. Donc, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai changé 3 ou 4 fois de PDG en 6 ans. Donc, c'est simple. On avait un objectif. En fait, c'est simple. On avait objectif 2014, objectif 2016, objectif 2019, et à chaque fois, c'était le meilleur objectif du monde. À chaque fois, c'était la meilleure stratégie du monde d'entreprise. C'était au bout d'un moment, moi, j'avais lâché, hein. Tu te retrouvais plus forcément dans ce type Non, d'organisation. Hmm. ouais, c'est ça. Et en plus, bah, toujours le même problème, c'est que me voir dans un poste, c'est difficile. Ça veut dire à un moment donné, j'ai besoin de faire autre chose. Et dans cette entreprise-là, ils ont créé en fait un lab commercial. Donc le principe, c'est d'avoir une petite équipe qui pouvait essayer des choses qu'on n'a jamais essayé encore, de nouvelles possibilités commerciales, des nouveaux produits, des nouvelles choses. Donc du coup, j'ai été mise sur cette petite équipe en plus de ce que je faisais déjà. Et Mhm. ça m'a nourri beaucoup parce que c'était de la nouveauté, parce qu'il fallait inventer, parce qu'il fallait suivre et c'était hyper intéressant. Mais après, c'est avec les différentes stratégies, cette activité-là est passée un peu à l'as. Ça n'a pas été développé autant que ça aurait pu. Du coup, ça a arrêté de me nourrir et être juste cadre commercial, c'était pas le truc qui me nourrissait le plus, quoi. Ouais. Ok. Et donc voilà, bah, du coup, comme je luttais toujours bah, que j'arrive à trouver ma place un peu dans l'entreprise, avec toutes les nouveautés, tout ce qui se passait, les changements dans la direction tout le temps, toi qui dois t'adapter, en plus les équipes sont derrière toi en se disant ouais, ok, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui va devenir et tout. C'est hyper épuisant, moi ça m'a épuisé et j'ai fait un gros burn-out. Quand je dis un gros burn-out, c'est un burn-out qui s'est fait en 3 phases, en 3 phases un peu distinctes, où je me suis tellement battue que qu'en fait j'aurais dû lâcher dès les premiers signes. Mais je crois que c'est un peu comme tout le monde qui en fait un, c'est qu'au début les premiers signes on les voit pas ou on fait semblant de pas les voir en se disant ça va aller. Et sauf que bah du coup ça a été vraiment très violent, très très violent pour moi. Là, cette période de burn-out, elle a duré combien de temps à peu près? Du coup en vrai entre le moment où j'ai fait mon premier signe d'alerte et le moment où je suis partie de l'entreprise, il y a eu 1 an et demi. D'accord. Hmm. En sachant que entre les deux, j'ai été arrêtée donc la première fois, je crois, juste 2 semaines, une deuxième fois où j'ai pas du tout été arrêtée, et la troisième fois, j'étais arrêtée 2 mois et demi. 2 mois et demi où clairement personne ne pensait que j'allais revenir. Même moi, je pensais pas que j'allais revenir à la base. Mais je suis revenue, je me suis rebattue, j'y suis allée avec toute la bonne volonté du monde, et bah, ça marchait Comment, pas. comment tu as vécu justement ce retour en poste? Bah, en fait, quand j'ai fait ce dernier burn-out, en fait, le truc, c'est que j'ai vu une psychologue du travail qu'on m'avait conseillé qui était vraiment très très bien. Et dès le début, alors déjà, c'est quelque chose que j'avais jamais entendu, mais elle m'a dit, mais tu sais, Wendy,
Il y a que ceux qui bossent qui font des burn-out. Il y a que parce qu'en fait souvent on se sent vraiment pas à la hauteur, on se sent en pleine, on se sent vulnérable, on sent qu'on a raté quelque chose. Et c'est hyper dur à vivre en fait quand on est battant et quand on veut toujours aller plus loin et Ouais. plus. C'est Et généralement ce type de personnalité qui fait les burn-out. oui, c'est vrai, bah c'est ça. C'est ce qu'elle m'a dit d'ailleurs. Je dis ah oui, d'accord, ok. Et donc voilà, elle me dit c'est nocif. Et dès le début, dès la première fois qu'on s'est vu, elle m'a dit Wendy, tu n'iras plus. C'est fini. Faut plus que tu ailles. Faut qu'on trouve une solution. Tu n'iras plus. Donc j'ai fait plusieurs séances avec elle jusqu'au moment où moi j'ai été mieux et que j'ai décidé que j'allais y revenir. Du coup, bon, j'ai pas vraiment osé lui dire, donc du coup j'ai arrêté les séances. C'est pas gentil si elle m'écoute, voilà. Mais ouais, j'ai fait les choses bien. C'est-à-dire, quand j'ai su que je pouvais revenir, c'est-à-dire que je pouvais passer devant l'entreprise sans rien ressentir, que j'avais la force d'affronter les choses, j'y suis allée et en fait, j'ai voulu rencontrer la RH avant. Donc, 2 semaines avant la fin de mon arrêt, j'ai appelé la RH. J'ai dit, bah voilà, j'aimerais te rencontrer parce que je vais revenir. Voilà, je te préviens, mais voilà. Donc, on s'est fait un entretien. Je dis, bah voilà, j'en suis là. Voilà, voilà. Donc, on s'est arrangé nous-mêmes, entre nous, de se dire, OK, donc on en est là, voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place. Donc, ça a été plutôt une belle démarche de la part de l'RH de mon ancienne entreprise. Euh, voilà, donc du coup, ce qui est bizarre, c'est mon équipe qui l'a moins bien supporté. Parce que du coup, je pense que la communication qui a été faite pendant que j'étais pas là était Wendy reviendra pas. Hmm. Donc du coup, quand je suis revenue, clairement, je me suis pris à un clash total en disant bah ouais, mais pourquoi tu reviens quoi? Bah je reviens parce qu'en fait, c'était pas prévu que je parte en fait. C'est un Hmm. arrêt de travail, donc le principe c'est c'est que logiquement tu dois revenir quoi. C'est donc voilà, c'est plutôt avec eux où ça a été où il a fallu que je travaille un peu plus dur. Voilà. Euh, mais moi, je me suis bien sentie. Après, je savais pas que eux, par contre, je pense qu'eux, ils l'ont mal vécu. L'entreprise l'a mal vécu parce qu'ils pensaient peut-être pas que j'allais revenir ou qu'on n'allait pas repartir sur une base différente. C'est que Après, je sais pas. l'organisation avait changé depuis ton départ? Oui, alors déjà, j'ai été virée du lab, mais sans que personne me dise rien. Voilà, entre-temps, et sans que, il y ait même eu de discussion ou de machin. Donc après, voilà, après, c'est comme ça. Donc non, moi j'ai réussi à revenir et au moment où j'avais l'impression que c'était stable, on s'est dit qu'on allait arrêter. Hmm. Parce que de toute façon, c'était pas viable. Il n'y avait pas de viabilité sur le long terme. Donc voilà. Donc ça a duré combien de temps là, entre le moment où tu es revenu et le moment où tu es reparti, du coup? 10 mois. Dis-moi. Hmm. Ouais. 10 mois, dont 6 mois, ouais, non, peut-être moins. 4, 5 mois pour que je me sente bien, en tout cas mieux. Dire avoir repris mes assises et voilà. Et donc je suis partie le 14 décembre 2019, voilà. Et en fait, j'ai amorcé directement un bilan de compétences. J'avais besoin de pouvoir voir quelqu'un en sachant que comme mon burn-out était quand même loin, j'étais pas encore j'étais pas dans l'émotion. Ça, c'est hyper important. Je Ouais, pense qu'il la y a prise de beaucoup recul. Ouais. qui font des bilans de compétences juste après un burn-out. Je pense qu'il faut du temps, en fait. Il faut le digérer Hmm. et mûrir un peu la situation. Et j'ai rencontré quelqu'un qui était vraiment très bien et le bilan de compétences était génial. Donc, c'était Orientation Florent, hein, s'il m'écoute. Florent Bossé. Et franchement, c'était vraiment bien. Et ça permet de se mettre, bah, de savoir ce qui se passe et qu'est-ce qu'on va faire. Mais j'avais déjà dans l'idée quelque chose, donc de créer moi-même, parce que je me rends compte que j'ai un profil difficile à gérer. Vraiment, hein, voilà, parce que je suis pas uni casquette, je suis multidirectionnelle, on va dire ça comme ça. Je comprends. Et voilà, et la possibilité.
de l'entrepreneuriat, j'y avais déjà pensé en fait quand je suis arrivée à Angers. Pour moi, c'était trop tôt. Mhm. J'avais pas encore le cran, pas encore voilà, de le faire. Et là, c'était la bonne chose. Et du coup, alors qu'on venait de commencer le bilan de compétences, je suis allée à Paris en janvier pour le salon de l'entrepreneuriat. Et là, j'ai rencontré des gens exceptionnels. C'est-à-dire que si au départ j'avais des doutes, j'ai rencontré des gens tellement inspirants, des gens tellement... Même ceux qui ont raté étaient inspirants. C'est-à-dire que même ceux qui... ok, ben non, ouais, bah en fait, la première idée, c'était pas... Voilà, la deuxième non plus, mais voilà, et tellement de choses, tellement ouais, de psychologie positive dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils sont. C'est juste énorme. J'ai pris énormément ce jour-là d'énergie et ouais, d'énergie, de pouvoir, de force, en fait, ce jour-là Mhm. qui m'a dit, OK, ouais, je suis dans le game aussi. Et alors, à ce moment-là, donc, tu t'es dit, donc là, la graine a germé de Ouais. l'entrepreneuriat. Est-ce que tu avais déjà une idée de ce sur quoi tu voulais entreprendre ou pas? Non, alors là, c'était le gros problème. C'est-à-dire, oui, OK. Donc, je suis entrepreneuse, je le sens en moi. C'est-à-dire, Ouais. c'est bon. OK, alors du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, j'avais pas fini encore le bilan de compétences. Je voulais quand même aller voir ce qu'il me disait. Bon, clairement, la finalité a été que l'entrepreneuriat était vraiment ce qui pouvait germer. Mais par contre, ça m'a permis aussi d'entreprendre autrement. Ça veut dire que pendant toutes ces années, je me suis construite toute seule, entre guillemets. J'ai pas pu finir mes études, mais tout ce que j'ai eu, je l'ai eu à la force de mon travail, des choses que j'ai pu faire, de la souplesse que j'ai eue de pouvoir bouger, de pouvoir changer tout le temps de boulot, de machin et tout, même dans une même entreprise. Euh, et clairement, j'ai engrangé beaucoup de différences de salaire et avec voilà beaucoup de salaire. Clairement, il y a voilà donc un salaire qui est hyper confortable. Euh, et à un moment donné, il a fallu quand même se dire, ok, donc si tu veux créer quelque chose, si tu veux le faire selon une croyance et pas selon un pouvoir commercial quelque part, il faut que tu te dises, ok, ben, il faut que tu te mettes dans l'idée, est-ce que tu veux gagner des milliers et des cents ou est-ce que tu veux juste vivre, mais faire quelque chose que tu aimes? Et Mhm. ça, j'étais pas prête encore à se faire ce choix à l'époque, parce que j'avais encore cette pensée limitante qui était que si tu gagnes de l'argent, tu as réussi. C'est intéressant parce que cette pensée-là, je l'avais. Je l'avais. Pour moi, réussir, c'est gagner de l'argent. Mhm. C'était. Il m'a fallu ouais, un cheminement que j'ai eu donc, avec ce bilan de compétences et la façon dont la personne qui l'a fait m'a amené les choses pour aller choisir vraiment en se disant, OK, non, moi là aujourd'hui, je veux être heureuse en fait. Je veux faire ce que j'ai envie. Je veux, je veux dessiner mon avenir, mais d'une façon différente. D'accord. Aujourd'hui, c'est quoi ta définition de la réussite? Aujourd'hui, pour moi, la réussite, c'est une question hyper difficile. C'est quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait. Pour moi, c'est la passion. La réussite, c'est la passion. Et tu me posais la question à la base, hein, parce que moi j'ai varié, j'ai un peu dévié, mais c'était ta question était comment tu en es venu là à faire ce que tu fais. Euh, j'ai fait un peu comme tout ce que je fais dans la vie, je l'ai fait au feeling. Ce qui s'est passé en fait, c'est que donc voilà, donc on fait le bilan de compétences. Mi-mars arrive, mi-mars génial, confinement. Donc moi j'ai été inscrite en fait pour faire un truc standard BGE avec les formations et tout ça. Ouais. Bah oui, mais confinement arrive, eux ils savent pas comment faire, donc clairement ils décalent le truc en juin, Mhm. qu'ils ont redécalé d'ailleurs en juillet, qu'ils ont redécalé en août ou septembre. Sauf que moi j'étais chez moi. Du coup, bah, Wendy, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réfléchit et elle fait des choses. Donc, je me suis beaucoup formée pendant le confinement. Déjà, en fait, donc j'ai une appétence technique, informatique, parce que voilà, j'aime ça et que ça me dérange pas. J'ai passé des certifications Google pour pouvoir
voir un petit peu si je crée un site, comment je pourrais l'améliorer et faire mon SEO et tout ça. J'ai passé des formations pour créer mon site internet. Donc il y avait pas mal de formations gratuites, hein. Moi j'ai fait pas mal de formations. J'ai fait des formations sur les réseaux sociaux, sur différentes choses. Et en Mhm. fait, c'est quand j'ai commencé à créer mon site où j'ai commencé à me dire, OK, qu'est-ce que je veux dedans, qu'est-ce que je vais faire, où l'idée, en fait, c'est monter en même temps que j'ai monté mon site. J'avais l'idée de base, c'est-à-dire que je voulais faire je voulais faire des soirées, je voulais que les gens se rencontrent. Je pense que ça a toujours fait partie de mon idée, c'est-à-dire que les gens créent du lien. C'était Mhm. mon idée à la base. Alors, de quoi elle est née en fait cette idée-là? En fait, cette idée-là est née en fait, quand je suis arrivée à Angers, je connaissais personne. J'avais 30 ans. Clairement, quand tu as 30 ans et que tu arrives dans une ville comme Angers, c'est hyper compliqué de faire des connaissances, en sachant que, comme j'étais dans un secteur commercial, ça sortait beaucoup, mais entre collègues. Et souvent, c'était avec des gens avec qui j'étais manager. Donc, c'était hyper compliqué. Tu peux pas non plus faire n'importe quoi. Donc, en fait, il y a On va sortir. Donc, c'est un site qui met en relation tous les gens qui veulent sortir et tout ça. Et en fait, j'ai organisé pendant 7 ans des soirées On va sortir. Donc d'ailleurs, beaucoup de soirées Morito, du vendredi soir. Voilà, et donc ça s'appelait Morito Thérapie. Comme quoi, on était déjà dans le truc. Et voilà, j'ai rencontré beaucoup de gens. Aujourd'hui, tous les gens qui sont autour de moi, je les ai rencontrés comme ça. Mhm. Et, euh, et c'est tellement important, en fait. C'est tellement... Ce genre de site est vital. Sauf il y a 2 ans, ils l'ont mis en payant. Aujourd'hui, si tu veux faire une sortie, on va sortir, il faut payer 30 euros par mois ou 40 euros par mois, ce qui est énorme. Et là, j'ai pas compris. J'ai pas compris parce qu'en plus, moi, j'organisais des soirées gratuitement, bénévolement, pour un site que les gens sont obligés de payer 40 euros par mois. Si ça, Bah c'est oui, pas du c'est travail logique. dissimulé, c'est quand même, voilà. Et je me suis dit, bah non, la vie est pas obligée d'être aussi chère. On peut faire des choses et pas les payer plein pot comme ça, parce qu'en plus, tu payes ça, mais tu payes aussi ton verre, tu payes la soirée que tu fais avec les gens. Donc moi, je suis partie du principe, et ben on va faire autre chose. C'est que je vais aller voir les commerçants que je connais, les bars, les restaurants. Je vais dire, OK, moi, je te dis, OK, on va faire tant de soirées à tant de personnes. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et moi, en fait, je négocie. Et moi, ma com, je la prends sur la négo et un peu plus si j'ai besoin. Mais du coup, c'est transparent. Et Mhm. parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de vrai et on n'est pas obligé de faire tout payer très cher. Évidemment, j'ai eu une personne de Mythique une fois qui m'avait contacté en disant non, mais elles sont pas viables vos soirées. Mais si, elles sont viables mes soirées. C'est pas parce que tu fais payer ta soirée 40 euros, ils ont droit à un verre, qu'elle est plus viable. Tu auras moins de monde que moi, en fait. C'est pas grave. Tout le monde a sa place. Mhm. Mais bon, ta soirée à 40 euros, quand même, c'est un peu abusé. Il faut avoir une belle soirée là pour ce prix-là. Faut avoir une belle soirée. Et en plus, c'est ça le pire. C'est que si tu fais ce genre de soirée, c'est mauvais. Parce que tu as envie de quelque chose se passe. Mhm. Si je te mets une soirée qui est équivalente à ce que tu aurais fait si tu étais sortie normale, tu n'as pas perdu d'argent, entre guillemets, et donc tu n'attends pas qu'elle t'apporte quelque chose de plus, même si j'apporte toujours quelque chose, mais il y a vraiment cette notion-là, et d'ailleurs, c'est le vrai problème de tous les sites de rencontres pour célibataires. Tu payes un service, tu veux avoir pour ton argent. Ce qui est logique, hein, on paye quelque chose, oui, mais du coup, ça amène pas les choses bien comme elles sont. Parce que tu vas rencontrer des gens peut-être qui ne te correspondraient pas, parce qu'il faut que tu rencontres, parce que tu payes. Ce Et alors qui... donc là, comment tu as fait avec le confinement? Les bars, les restaurants sont fermés. Alors, bah Tu oui, as innové. du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas pu faire la BGE. J'ai créé mon site internet, j'ai fait mon truc de com. On est arrivé l'été, tout était prêt. Du coup, en fait, j'ai pas pu suivre aucun programme de début. J'ai tout fait toute seule, en fait. Et j'ai créé, donc en septembre, j'étais prête. 1er octobre, je crée. Donc 1er octobre, j'ai fait des soirées, je pense que j'en ai fait 8, entre 6 et 8, un truc comme ça en vrai. 6 parce qu'il y en a 2 où j'ai dû les déporter.
Ça a bien marché, c'est-à-dire qu'il y avait du monde et tout. Bon, le problème, c'est que les limitations dans le mois ont été... et alors, des fois, je pouvais être 12, des fois, je pouvais être que 6, en fait. Hein, donc, voilà. Euh, donc, ça a plutôt bien marché. Et donc, novembre arrive, confinement, deuxième confinement. Du coup, j'ai mis une semaine à m'en remettre. Et me dire, OK, bah, premier confinement, j'ai servi à rien. Clairement, on a tous ressenti, je pense, tous ceux qui étaient pas soignants, tous, voilà, qu'on n'avait pas d'utilité. J'ai voulu être utile et comme moi, mon principe, c'est de pouvoir réunir les gens, je me dis, OK, bah, on va le faire autrement. Mm. Et donc, depuis novembre, j'organise des soirées, du coup, par Zoom. Donc, le jeudi, des jeux et le dimanche célibataire, en sachant que j'ai eu beaucoup de... J'ai eu beaucoup de retours sur les soirées célibataires. Ça a eu beaucoup de répercussions après. J'ai eu des articles dans la presse. Il y a eu beaucoup de choses. Hein. J'ai reçu beaucoup de messages d'encouragement, des choses très positives. Et surtout que, alors il y en a beaucoup qui m'ont reproché au début que ce soit gratuit, parce que j'ai décidé de le faire gratuitement pour garder le lien social et tout ça, dans une situation compliquée pour tout le monde. Et il y en a beaucoup qui me l'ont reproché en me disant non mais c'est parce que tu crois pas en toi. Bah non, c'est pas ça, c'est que j'ai décidé en fait. Je suis entrepreneuse et le principe d'être entrepreneur, c'est de pouvoir faire des choses comme ça. J'ai mon seul compte à rendre, c'est moi en fait. Donc si j'ai besoin pendant cette période de donner, je recevrai toujours quoi qu'il arrive. Et ça c'est une chose que j'ai appris cette année, c'est qu'on reçoit pas nécessairement de l'argent, on reçoit d'autres choses. Exactement. Et il faut pas attendre. Il y a plein de gens aujourd'hui qui disent oui, mais je donne, mais je reçois rien. Mais attends pas de recevoir ce que tu as envie de recevoir. Tu reçois autre chose. Mm. Tu reçois voilà ouais, plein de choses. D'accord. Et aujourd'hui, tu arrives à vivre de cette activité? Non, je veux pas te mentir. Hein. Non. Alors, alors non et oui. Et en fait, ça dépend. Euh, En fait, il y a une dernière chose qui est arrivée là récemment, c'est que suite à l'article du 14 février que j'ai eu, le dernier article sur Courrier d'Ouest, j'ai été contactée par une société parisienne qui cherchait en fait à développer leur offre parce qu'ils avaient beaucoup de célibataires qui étaient en souffrance. Et du coup, ils cherchaient des gens pour pouvoir faire une masterclass ou quelque chose qui pourrait les aider. Et donc, on était plusieurs, ils avaient contacté plusieurs personnes. Et moi, clairement, j'étais plutôt en fin de liste hein, parce que je suis pas connue. Donc, puis en plus, à Paris, j'ai vraiment que communiqué localement. Et ça m'a plutôt intriguée et je leur ai sorti un programme qui, moi, me tenait à cœur, que je préparais, mine de rien, un petit peu quand même, qui s'appelle Célib et alors. Et donc, le principe, c'est vraiment bah ouais, de se lâcher la grappe, quoi. C'est pas grave. Ok, t'es célibataire, c'est pas une fin, c'est un début. Mm. Faut, je pense que les gens, et d'ailleurs les gens, parce que j'ai 25 personnes que je suis actuellement, et ces 25 personnes, la plupart, c'est plus la pression sociale qui les pèse. Et bah c'est pas grave en fait, il faut juste pas écouter ou pas s'en fier en fait, hein. Il faut faire autrement. Et c'est pas du tout un mouvement célibatant, c'est vraiment être bien dans ce qu'on est, quoi. Et vaut mieux prendre le pouvoir sur ses relations et ses rencontres que subir une mauvaise rencontre. Mm. Et il y a plein de gens aujourd'hui qui rencontrent des gens et qui pensent avoir tel type de personne qui a leur goût et qui vont tout le temps être dans un espèce de schéma amoureux qui est très mauvais et très toxique pour eux parce qu'ils ont l'habitude de faire ça. Alors que non, il faut juste, si tu es célibataire aujourd'hui, prends du temps. Prends du temps pour toi. Prends du temps pour te dire, OK, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui me compléterait? Donc là, tu accompagnes individuellement aussi les célibataires, c'est ça? Alors, collectivement, individuellement, ça dépend. En fait, si j'ai 18 personnes en collectif, c'est-à-dire que Mhm. c'est des sessions où collectivement on répond à des questions et tout ça. Et individuellement, donc là j'ai 7 personnes en individuel que je vois toutes les semaines, en sachant qu'ils ont tous un cahier d'exercice. Donc moi je leur donnais un petit cahier d'exercice avec des exercices à faire tous les jours. Et en fait, c'est un carnet qui est que moi je vois aussi. En fait, il est partagé entre nous, donc Mhm. entre moi et la personne, même quand c'est en collectif. Comme ça me permet de voir l'évolution et de pouvoir poser des questions aussi moi pendant la période. Ça dure 3 semaines en fait. Il y a 3 thèmes différents qu'on aborde. Et là, la dernière, on est sur la dernière période et la dernière période, c'est faire des rencontres autrement.
Parce que c'est important, en fait, de pas se fier. Aujourd'hui, les gens, on a l'impression que tous les gens célibataires se disent, il y a que les applis qui peuvent m'aider. Bah non, il n'y a pas que les applis. Il faut aller casser ça. Ouais. Ouais. D'accord. Comment tu te sens aujourd'hui dans cette activité? Je me sens très bien. Je me sens en paix avec moi-même, entre guillemets, parce que bizarrement, c'est la seule fois où je sens que je n'ai pas besoin de faire 15 000 choses pour m'épanouir. Pourtant, j'en fais 15 000 choses, parce que je gère mon site, je gère mes réseaux sociaux, je gère l'activité, mais tout coule, tout va bien, ouais, tout file, en fait, c'est ça. Voilà, donc non, c'est la première fois où je me bats pas. Mm. Ouais. Comment tu vois l'avenir? Comment je vois l'avenir? Eh ben, j'espère avec beaucoup de rencontres. Beaucoup de rencontres et beaucoup de gens heureux. Mm. Mm. Tu veux semer tes graines de happy engraineuse? Ouais, c'est clair. Mais je pense qu'en plus, la plupart des gens que j'ai rencontrés, des entrepreneurs ou entrepreneuses, et avec qui je m'entends d'ailleurs le mieux, c'est souvent des gens qui sont très intuitifs, très ouais, de donner des choses, mais donner du temps, donner de l'énergie, et c'est les gens avec qui je m'entends le mieux, en fait, parce qu'on est dans le même move, en fait. On est dans la même graine, voilà. Et d'ailleurs, c'est une chose, au début, j'ai fait des mauvais choix quand j'étais en début d'entrepreneuse, quand j'ai commencé à négocier, parce que j'avais fait j'avais fait toute ma com sur un resto que j'avais vraiment envie d'avoir et tout ça. Donc, je l'ai eu, c'est l'endroit, voilà. Donc, mais en fait, je le sens pas aussi bien que ce que j'avais pu. Donc, et j'ai trouvé d'autres restos, d'autres endroits aujourd'hui que je sens beaucoup mieux et voilà, où je sens beaucoup mieux. Mais au début, et c'est normal, je pense, c'est qu'on a tellement peur de pas trouver, de pas faire, qu'on n'est pas aussi regardant sur les gens qu'on peut approcher ou que les gens, voilà. Aujourd'hui, moi, je fais tout au feeling. C'est-à-dire, si la personne, je le sens pas, c'est que je le sens pas. Mais c'est pas définitif. C'est peut-être quelqu'un que je sentirais mieux dans 2, 3 mois, hein, c'est pas grave. Mais voilà, je fais beaucoup attention à ça, que quand tu es au début, t'as pas les moyens de le faire. Mais il faut le faire. Il faut se dire, si tu le sens pas, t'y vas pas. Crois en toi, en fait. Quel conseil tu pourrais donner, alors ça revient un petit peu à ce que tu viens de dire, mais quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui souhaitent se reconvertir? Euh, je leur dirais de tenter. Faut tenter. Faut tenter, mais par contre, faut tenter pour les bonnes raisons. Hmm. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et moi, rien ne dit que je suis vraiment faite pour ça. On verra, voilà, on verra. Mais ouais, pour les bonnes raisons, vraiment. Hmm. Pas, ouais. Et se faire, parce que moi, il y a quand même une démarche derrière. Il y a du temps qui se sont passés, il y a des choses qui ont mûri. Euh, il faut pas que ce soit dans la souffrance et dans l'énergie donnée dans le vide, quoi. Voilà. Je pense que c'est pas mal. D'accord. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Wendy, avant qu'on termine? Ouais, je pense que je pourrais dire lâchez-vous la grappe. Ouais. Ouais, je pense que c'est pas mal. Je vous remercie grandement pour votre écoute de cette nouvelle métamorphose professionnelle et je vous invite à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Si vous pensez que cela peut inspirer ou apporter une aide à une personne de votre entourage, partagez-lui le lien de ce podcast. Le monde mérite de déployer ses ailes. À bientôt pour une nouvelle métamorphose.